Imaginez qu'une simple réponse puisse bouleverser l'avenir de tout un continent. Cette semaine, Bruxelles a claqué la porte, net, sans appel. L'idée d'intégrer les troupes ukrainiennes dans une force militaire commune, oubliée. Ce rejet pourrait passer pour un détail bureaucratique, pourtant ses répercussions ébranlent les capitales européennes et font trembler Kiev. Car ce qui vient de se jouer révèle un secret que tout le monde connaît mais que personne ne veut admettre publiquement. Aujourd'hui, on vous montre ce que cache vraiment ce refus et pourquoi c'est Washington, pas Bruxelles, qui tient les manettes de la défense européenne. Repartons de zéro. Qu'est-ce que Kiev proposait exactement? Volodymyr Zelensky défendait ce plan depuis plusieurs mois. Pas un vague concept, mais un projet militaire précis et ambitieux. Mettons les choses en perspective, Kiev a des centaines de milliers d'hommes et de femmes sous les drapeaux, des combattants qui ont affronté la réalité de la guerre contemporaine pendant des années. Cette expérience opérationnelle, aucune autre nation du vieux continent ne la détient aujourd'hui. C'est un fait brut. Le raisonnement ukrainien tenait la route. Nous possédons des forces entraînées au feu, utilisez-les comme fondation de votre architecture défensive future. Depuis Kiev, ça ressemble à une proposition gagnant-gagnant. Nous nous battons déjà pour défendre vos principes, formaliser simplement notre rôle dans vos institutions militaires. Sauf que les motivations ukrainiennes allaient au-delà du simple altruisme. Évidemment, le calcul stratégique visait à fusionner définitivement la protection de l'Europe avec la pérennité de l'État ukrainien, créer une interdépendance impossible à défaire. Transformer un soutien révocable en un engagement bétonné qui survivrait aux turbulences politiques occidentales. Et comment Bruxelles a-t-elle réagi? Avec une froideur absolue, aucune ambiguïté, aucune négociation. Le verdict est tombé interdit. Le verdict est clair comme de l'eau de roche. Kiev peut compter sur notre aide, nos armes, notre solidarité. Mais partager les leviers du commandement militaire européen, hors de question. C'est là que le décalage devient frappant, entre les belles paroles et la réalité du pouvoir. Totalement. Les tribunes célèbrent l'héroïsme ukrainien, les cérémonies honorent les victimes, mais dès qu'il faut partager concrètement l'autorité militaire, la discussion s'arrête net. Certains observateurs emploient un vocabulaire clinique pour qualifier la position ukrainienne, une zone de protection périphérique. C'est brutal comme formulation, mais ça capture la logique géopolitique en jeu. Une zone périphérique, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça encaisse les coûts à la place du centre, ça protège les intérêts stratégiques principaux, mais ça n'accède jamais à la salle où les décisions sont prises. Dans ce schéma, le sacrifice ukrainien reçoit les honneurs et les émotions publiques. Mais l'autorité pour définir la stratégie globale, elle demeure verrouillée ailleurs. On valorise le courage au combat, on refuse le siège au Conseil de guerre. Voilà le message implicite. Alors pourquoi Bruxelles refuse-t-elle aussi fermement quelque chose qui, en théorie, pourrait renforcer ses capacités défensives? Tous les chemins d'analyse mènent vers une réponse en 4 lettres. L'Alliance Atlantique. Exactement. Les documents diplomatiques ne laissent aucun doute. Toute velléité de construire une hiérarchie militaire européenne indépendante est perçue comme une attaque contre l'intégrité de l'Alliance transatlantique. Une attaque? Le terme est fort. Il est fort parce que l'enjeu est énorme. L'Alliance compte aujourd'hui 32 pays membres avec un système de commandement unifié, testé et éprouvé depuis des décennies. Et le raisonnement répété dans les couloirs diplomatiques, c'est qu'inventer une deuxième structure parallèle serait une erreur monumentale. Mais pourquoi exactement? Quel danger représenterait cette duplication? Le danger majeur tient en un mot, cacophonie. En situation de crise aiguë, qui donne les ordres? Le quartier général européen ou le commandement atlantique? Cette incertitude, même brève, pourrait coûter extrêmement cher sur le terrain militaire. Précisément. Ça génère des retards dans l'exécution, ça dilue les responsabilités et surtout, ça mine la capacité à dissuader les adversaires. Or, cette dissuasion constitue le socle même de tout le système de défense collective. Le chef de l'Alliance a d'ailleurs tenu un discours sans détour sur cette question. Mark Rutte n'a pas tourné autour du pot. Il n'a pas simplement critiqué l'idée comme inutile, il l'a qualifiée de dangereuse pour la sécurité du continent. Il a même prévenu qu'une telle initiative pourrait involontairement servir les intérêts de Moscou en fragmentant ce qui fonctionne actuellement comme un bloc uni. Sa phrase de choc résume tout son argumentaire. L'unité fait la puissance, pas la multiplication des structures. En répétant ce mantra, il a fermé toute possibilité de débat et rappelé que pour la défense sérieuse du continent, une seule organisation compte, l'Alliance transatlantique.
Attends, si on tire les conséquences logiques de ce positionnement, ça implique quelque chose d'énorme. Quoi exactement? Que le véritable centre de gravité pour la sécurité européenne ne siège pas dans les institutions de Bruxelles, mais dans les bureaux de Washington. C'est l'enseignement implacable qui découle de ce rejet. Il met à nu une réalité qu'on évite soigneusement dans les discours publics. Malgré toute la rhétorique sur l'indépendance stratégique du continent, répétée ad nauseam ces dernières années, le contrôle opérationnel de la machine défensive européenne transite toujours par l'architecture atlantique pilotée depuis les États-Unis. En rejetant la possibilité d'une gouvernance militaire autonome, l'Europe a confirmé qu'elle reste dans une relation de subordination stratégique. Mais attends, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce tableau. Comment ça? Parce que quand on examine les chiffres des investissements militaires européens, on observe exactement l'inverse de ce qu'on vient de décrire. C'est juste. Les enveloppes budgétaires consacrées à la défense explosent littéralement partout. On parle de sommes colossales injectées dans l'acquisition de nouveaux équipements. Des gouvernements commandent des blindés, des systèmes de missiles, des flottes aériennes. Des sites de production d'armement qui étaient à l'arrêt redémarrent. Tout indique qu'on se prépare comme une puissance majeure qui anticipe des menaces sérieuses. Sauf qu'on achète tout le matériel sans créer l'organigramme pour le diriger. Voilà le cœur du paradoxe actuel. L'Europe connaît une montée en puissance matérielle spectaculaire, inédite depuis la fin des tensions Est-Ouest. Mais quand arrive le moment de bâtir l'architecture décisionnelle qui piloterait ses capacités en toute autonomie, la réponse est négative. Le pouvoir de décider reste délégué à l'organisation transatlantique. Il reste délégué, effectivement. La faculté de choisir seul quand et comment employer ses moyens militaires n'appartient pas aux capitales européennes. Comment interpréter cette incohérence apparente? Les experts y voient le reflet d'une anxiété plus profonde, l'angoisse d'assumer seul les choix ultimes. C'est-à-dire? Imagine quelqu'un qui investit dans une voiture haute performance, mais refuse catégoriquement d'apprendre à la conduire à pleine vitesse. L'Europe accepte de financer massivement son arsenal, mais elle hésite encore à porter seule le poids des décisions vitales qui accompagnent l'usage de cet arsenal. La protection offerte par l'allié américain reste rassurante, finalement. Même quand on critique Washington, même quand les tensions apparaissent, cette couverture sécuritaire demeure psychologiquement confortable. Donc toute cette rhétorique sur l'indépendance stratégique martelée depuis tant d'années ne serait qu'un exercice de communication politique. Ce rejet récent permet de clarifier ce que indépendance stratégique signifie vraiment dans les faits aujourd'hui. À savoir, Ça désigne la capacité à fabriquer davantage de munitions et de technologies militaires. Ça inclut des forces mieux équipées et préparées. mais ça ne comprend pas la possession d'une hiérarchie de commandement détachée du leadership américain. Exactement. Face à l'alternative entre une transformation risquée vers une complète autonomie et le maintien d'un statu quo stable bien que dépendant, placé sous la tutelle atlantique, l'Europe opte pour la sécurité du connu. Revenons maintenant sur Kiev. Comment les dirigeants ukrainiens ont-ils vécu ce coup de massue? Pour vraiment saisir l'impact, il faut adopter leur point de vue et observer la situation depuis leur capitale. Quelle était leur lecture? Le plan présenté par Zelensky ne relevait pas d'une ambition démesurée ou d'un calcul arrogant. C'était d'abord et avant tout une stratégie de préservation nationale. De préservation? Oui. Il existe et il a toujours existé cette terreur profonde que l'assistance occidentale, quelle que soit son ampleur actuelle, puisse vaciller ou disparaître avec le temps. Et les statistiques donnent du crédit à cette inquiétude. Depuis le début du conflit en 2022, Kiev a bénéficié de plus de 200 milliards de dollars en soutien combiné, une somme astronomique. Pourtant, cet afflux d'aide n'a jamais été linéaire ou garanti. Absolument pas. On se souvient tous des paralysies au Congrès américain, des marchandages interminables dans les instances européennes concernant les enveloppes supplémentaires, des obstructions systématiques de certains États membres. Chaque interruption, chaque délai constitue pour Kiev un signal alarmant sur la fragilité de leur soutien vital. Chaque discussion parlementaire à Washington ou dans n'importe quelle capitale européenne est ressentie à Kiev comme une menace existentielle qui se répercute directement sur les lignes de front. Donc l'initiative d'incorporer les forces ukrainiennes dans une architecture militaire européenne allait bien au-delà de considérations tactiques. C'était une tentative de sécuriser ce que certains stratèges nomment une police d'assurance contre l'oubli. La formule est dure mais réaliste.
L'objectif consistait à forger un lien institutionnel qu'aucun scrutin électoral ou rotation gouvernementale occidentale ne pourrait dissoudre facilement. En rattachant organiquement son appareil militaire à une institution européenne pérenne, Zelensky visait un pacte définitif. Un pacte qu'on ne pourrait plus suspendre, renégocier ou différer selon les humeurs politiques du moment. Il cherchait à convertir une assistance conditionnelle et réversible en une intégration structurelle irréversible. Et le refus européen vient anéantir cet espoir. Il valide leurs craintes fondamentales. Le message transmis, qu'il soit intentionnel ou non, est clair. Notre soutien continuera, mais vous demeurez exposés aux caprices de nos calendriers électoraux et de nos débats internes. Plutôt que d'obtenir des garanties sécuritaires permanentes, l'Ukraine reste dans une posture extrêmement précaire. C'est leur réalité quotidienne. Ils incarnent simultanément la première ligne de défense du projet européen et restent pourtant dans une antichambre stratégique, tributaire de choix sur lesquels leur pouvoir d'influence reste marginal. Si on assemble tous les éléments de cette analyse, quel bilan tirer? Ce refus catégorique va bien au-delà d'un ajustement administratif. C'est une déclaration géopolitique de première importance. Premier enseignement? Il consolide de façon éclatante la prééminence de l'Alliance atlantique comme unique institution défensive légitime sur le continent. L'aspiration à une alternative indépendante est rangée au placard pour une durée indéterminée. Deuxième enseignement? Il dévoile sans phare la subordination stratégique persistante de l'Europe vis-à-vis des États-Unis en dépit de sa force économique et de ses investissements militaires massifs actuels. Et le troisième? Il établit une frontière très nette, presque brutale, dans les relations avec l'Ukraine. Le sous-texte est sans appel. Vous combattez pour notre sécurité, mais vous n'accédez pas à nos postes de commandement. On est très loin du récit d'une solidarité inconditionnelle face à l'adversité. C'est un euphémisme. Et cette configuration nous laisse avec un équilibre qui semble extrêmement instable. Développe. D'un côté, un continent qui injecte des ressources considérables dans son appareil militaire, tout en refusant d'en assumer la direction stratégique finale. De l'autre, un État qui supporte l'essentiel du fardeau militaire pour protéger ce même continent sans bénéficier d'un accès réel au centre de décision. Cette architecture est manifestement bancale et soulève une interrogation vertigineuse. Laquelle ? Combien de temps cette situation peut-elle perdurer ? Un bloc qui se militarise massivement mais demeure politiquement fragmenté, et un pays en première ligne qui absorbe tous les chocs sans intégration complète. Ce n'est manifestement pas un modèle soutenable à moyen ou long terme. Cet arrangement représente-t-il une adaptation provisoire, une solution d'attente pragmatique, ou bien contient-il déjà les ingrédients de rupture future ? Personne ne peut répondre avec certitude pour le moment. Et ça nous confronte à cette ultime question, est-ce qu'un événement majeur à venir, une crise d'une gravité supérieure, contraindra finalement l'Europe à saisir le volant de sa propre défense ? Ou bien le confort de la position de passager sous protection américaine continuera-t-il à l'emporter sur les risques de la pleine responsabilité ? C'est la question qui reste ouverte. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.